Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le président Macky Sall, hôte de marque des Jeux Olympiques spéciaux d'Abu Dhabi qui s'ouvrent ce jeudi. Il est l'invité d'honneur de son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Des entretiens et signatures de protocoles d'accord pour booster la coopération entre les Émirats arabes unis et le Sénégal sont aussi au programme. Transplantation rénale, les membres du comité national de don d'organes bientôt nommés, annonce du directeur de la lutte contre la maladie en prélude à la journée mondiale du rein prévue ce 14 mars. Le point de presse a également été l'occasion de rappeler l'importance de la prévention primaire. Le marché du melon, un business investi par de nombreux jeunes techniciens agricoles et commerçants à Sandiara. À 125 000 bords champs, le casier coûte entre 150 et 200 000 sur le marché. Mbour, Dakar, Gambie, Espagne sont les marchés du melon de Sandiara. De l'or dans la zone, le grand format, ateliers et comptoirs est de retour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a quitté Dakar mardi dans la soirée à destination d'Abu Dhabi. Le président Macky Sall est l'invité d'honneur des Jeux Olympiques spéciaux qui se déroulent dans la capitale des Émirats arabes unis du 14 au 21 mars 2019 sous le parrainage de son Altesse le prince héritier Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Au-delà donc de la cérémonie des Jeux Olympiques spéciaux, le chef de l'État aura un entretien avec le prince héritier. Des protocoles d'accord seront également signés entre les deux pays dans les domaines de la culture et de l'investissement. À son départ, le président de la République a été salué par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. À Abu Dhabi, le président Macky Sall est donc l'invité d'honneur de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan à l'occasion des Jeux Olympiques spéciaux qui s'ouvrent demain jeudi. La coopération bilatérale sera également au menu des entretiens avec le prince héritier. Le chef de l'État est arrivé ce matin dans la capitale des Émirats arabes unis. Envoyé spécial Oumanig. C'est en milieu de journée, heure locale, que le chef de l'État est arrivé à Abu Dhabi en compagnie de la première dame, Madame Marem Sall. L'accueil réservé est à la mesure de l'invitation d'honneur. Le président Macky Sall est en effet l'hôte de marque des Jeux Olympiques spéciaux qui s'ouvrent demain jeudi ici. Le séjour du président de la République va certainement jeter les bases d'une collaboration au bénéfice du Sénégal qui abrite les JO de la jeunesse en 2022. Bien au-delà, c'est la coopération entre Dakar et Abu Dhabi qui va prendre de la hauteur avec la rencontre au sommet entre son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et le président Macky Sall. Sous l'impulsion des deux dirigeants, des accords de coopération seront signés dans des domaines comme la culture et l'investissement. Dès son arrivée à Abu Dhabi, le chef de l'État a reçu des officiels et hommes d'affaires émiratis, tous convaincus de l'attractivité et des perspectives d'avenir du Sénégal sous l'impulsion du président Macky Sall. Leurs centres d'intérêt sont le port du futur, l'énergie, le tourisme et l'hôtellerie. La synthèse de notre envoyé spécial au Marning. C'est le PDG de Dubai Port World qui a ouvert la série. Ahmed bin Sulayem a évoqué avec le président Macky Sall les projets de port du futur et de zones économiques spéciales. Nous avons été honorés de rencontrer son Excellence le Président et nous avons discuté d'un ensemble de projets et des projets futurs de notre exercice de nos plans au Sénégal. Et Monsieur le Président a été très satisfait de voir les progrès que nous avons eu à faire dans le projet du port du futur. Nous sommes installés au Sénégal, nous connaissons le Sénégal et nous sommes convaincus que ce port qui est à l'étape de design, dont le design est déjà fini, sera une ouverture pour le Sénégal pour accueillir des vaisseaux plus grands et investir le reste de la sous-région. Nous avons également discuté de la zone économique spéciale qui est localisée à proximité du port et tout ceci avec l'aéroport qui est à côté
fait de cette infrastructure une infrastructure critique et avec un impact fort avec l'aéroport, le port, une zone économique spéciale avec de l'industrie et de la logistique. Nous nous sommes engagés à aller de l'avant avec ce projet. Et nous sommes prêts à démarrer les constructions dès que nous aurons le feu vert de l'État du Sénégal. Dr Sultan Ahmed Al-Jaber est ministre d'État et directeur général d'Abu Dhabi National Oil Company. Les échanges qu'il a eus avec le président de la République portent sur les perspectives de coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis sur le pétrole et le gaz. Lui, c'est Hussein Al-Noaïs, directeur général du groupe qui porte son nom. Au Sénégal, il entend investir dans le secteur stratégique de l'énergie, mais aussi dans le tourisme et l'hôtellerie. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer son Excellence le Président de la République et nous avons eu à discuter de notre intérêt à venir investir au Sénégal. Nous avons convenu d'explorer deux espaces d'investissement dans l'énergie où une de nos filiales, AMEA, est intéressée et a une expérience d'investissement dans le gaz, dans le solaire et dans l'éolien. Et nous avons convenu de venir au Sénégal pour explorer cet investissement. Nous avons également présenté notre intérêt à investir dans le tourisme et dans l'hôtellerie, où notre analyse sur le Sénégal nous fait penser que d'excellentes opportunités se dégagent, étant donné les nouvelles infrastructures, l'aéroport, les nouvelles routes qui sont là pour améliorer la connectivité du pays. Et nous avons identifié un intérêt croissant des touristes et des hommes d'affaires à venir visiter le pays. Enfin, le président Macky Sall a reçu Ahmed Dalmouk Al Maktoum, autre homme d'affaires émirati, également porteur de projets au Sénégal. Tout d'abord, nous avons souhaité la bienvenue à son Excellence le Président de la République, qui est aux Émirats arabes unis et dans son second pays. Par la suite, nous avons eu à discuter des opportunités d'investissement dans les infrastructures, en particulier dans l'énergie et l'électricité. Comme l'a bien indiqué son Excellence le Président de la République, il tient à lancer l'industrialisation du pays, étant donné que toute industrialisation demande beaucoup d'électricité. Nous serons très heureux d'apporter notre contribution à la réalisation de la vision de son Excellence dans ce cadre. Retour chez nous pour parler d'agriculture. Le taux de réalisation des campagnes pour l'année 2018 a dépassé donc les 100%. C'est ce qui ressort du CRD de suivi du programme national d'autosuffisance en riz à Saint-Louis. Les participants ont échangé sur les préparatifs de la saison sèche chaude 2019. Les autorités se sont engagées à lever les contraintes. Les précisions de notre correspondante Diana Badia. Le programme national d'autosuffisance en riz PNAR s'approche de plus en plus de son objectif à Saint-Louis. Le bilan des deux campagnes agricoles de 2018 dressées lors de ce CRD se révèle satisfaisant. Rien que pour donc la saison sèche chaude 2018, je pense que 44 783 hectares ont été réalisés sur un objectif de 42 000 et quelques hectares. Donc on peut dire que c'est presque à plus de 100% de taux de réalisation. Pour l'hivernage, 18 788 hectares ont été réalisés, soit 67% par rapport aux objectifs. Et que pour donc, la région de Saint-Louis, c'est 74% relativement aux réalisations dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce qui montre que la région de Saint-Louis, encore une fois, vraiment a un très grand rôle à jouer dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Ce bond en avant concerne aussi les autres filières agricoles développées dans la région. Il faudrait aussi ajouter à cela aussi des bonnes performances aussi pour les cultures à haute valeur ajoutée. Que ce soit la tomate, que ce soit l'oignon, que ce soit la patate douce, que ce soit donc le manioc et les autres spéculations. Parce que c'est effectivement ces spéculations-là qui
qui vont rendre plus riches, donc je pense, nos agriculteurs. Donc on est en train donc, de travailler donc, sur ça. Il est évident qu'il y a des contraintes qui se dressent à nous et nous sommes là pour réfléchir comment donc les enlever de notre chemin pour pouvoir donc aller très vite. Cette rencontre qui a réuni tous les acteurs de la chaîne de valeur a permis de discuter des préparatifs de la saison sèche chaude de 2019. Pour en faire une réussite totale, les autorités administratives et celles de la SAED entendent redoubler d'efforts pour relever les quelques contraintes mises au jour au cours des travaux. Je le disais en titre à Sandiara, dans le département de Mbour, le melon occupe plusieurs jeunes techniciens agricoles et commerçants à 125 000 borchamps. Le casier coûte entre 150 et 200 000 francs CFA sur le marché. Mbour, Dakar, Touba, Gambie, Espagne sont les principaux marchés du melon de Sandiara. Le business de ce produit, c'est le sujet de votre grand format Ateliers et Comptoirs qui signe son retour avec Issa Thiorogué. Même dans la pénombre, les commerçants chargent les melons, aidés en cela par les ouvriers de la ferme. À Sandiara, le melon est d'une rare qualité. Toutes les phases qui sont en rapport avec la qualité du produit, on est en train de respecter ça. D'où la mise en place d'un système de management de la qualité pour assurer la pérennité des produits et puis pour le consommateur aussi, pour la santé du consommateur. Serigne est le propriétaire de la ferme. Ingénieur agronome, il a tout d'un mercaticien et d'un promoteur de labels de terroir. L'activité hivernale, le mil, l'arachide, on le sait, c'est 1 tonne à l'hectare. Donc c'est 200 000 francs par hectare et par an. L'activité maraîchère, oignons, melons, pastèques et tout, en fait c'est entre 20 tonnes à 30 tonnes par hectare. On ne parle plus de 200 000 francs de chiffre d'affaires, on parle de 6 millions de chiffre d'affaires. Ici, de nuit comme de jour, le business du melon est un travail continu. Tofen est ingénieur, il est à la tête d'une équipe de plusieurs dizaines de jeunes techniciens agricoles. L'emploi, il faut comprendre qu'il est un peu échelonné. Il y a des périodes où nous avons 30 personnes au minimum. Cette année, on n'a pas, chaque fois, on travaille avec au minimum 30 personnes. Ce minimum-là peut aller jusqu'à 70, jusqu'à 100 personnes, selon le travail que nous avons au niveau de la ferme. Le champ fait 50 hectares. Le travail se passe 12 mois sur 12. Chaque année, 1000 tonnes de melons y sont produites. Morphal vient de Touba. Grâce à la ferme, il parvient à arrondir ses fins de mois sans problème. Nous avons une activité qui satisfaire nos besoins. Je ne m'en sortais pas, mais depuis que la ferme a ouvert ses portes, je vis mieux, car étant bien payé. Tout est dynamique ici. Quand vous travaillez durant le mois, vous percevez 75 000. Et lorsque c'est 2 jours, vous pouvez gagner 32 500. Le melon de Sandiara a un nom, c'est la peau de grenouille. Maïmouna est commerçante. Elle est une cliente de la ferme. Joal est son principal marché. Question d'amour là rek. C'est une question d'amour. La vente du melon est ma passion. Le casier peut coûter entre 90 et 120 000. Deuxième soir. Chaque semaine, Maïmouna achète entre 5 et 6 casiers. C'est aussi le cas de cet autre commerçant venu de Touba. Il se fait beaucoup d'argent avec le business de la peau de grenouille. Aujourd'hui, j'ai acheté le casier à 110 000. Je peux le revendre entre 140 et 150 000. Nous avons ici 3 gros marchés. Le premier, c'est le marché de la zone de Mbour. Le deuxième marché, alors c'est le marché de Dakar. Et on a un troisième gros marché, c'est Touba. Et vous avez aussi des clients qui viennent de la Gambie. Nous avons aussi des marchés internationaux comme le marché espagnol qui fait à peu près 20 millions de tonnes par an et qui aussi sert à couvrir le marché européen d'une manière générale. Au niveau local comme à l'international, le melon de Sandiara s'affirme. Et si une foire spécialisée devait seulement le sublimer pour faire de cette bourgade à la lisière du Sine et de la Petite Côte, la Californie de la cucurbitacée africaine. Et oui, pourquoi pas une foire spécialisée pour le melon et la pastèque au Sénégal, Issa Thiorogué.
Justement, les fruits sont très recommandés pour une alimentation équilibrée. Ce jeudi 14 mars 2019, le Sénégal célèbre la journée africaine de l'alimentation scolaire. Thème choisi pour cette édition, investir dans l'alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim. La cérémonie officielle est prévue dans la région de Matam. Les précisions de Mortal Diop. Un ventre vide n'a point d'oreille, a-t-on l'habitude de dire. Un adage qui, placé dans le contexte de l'école, confirme à souhait la pertinence du programme d'alimentation scolaire mis en œuvre au Sénégal par le Programme alimentaire mondial, le PAM. C'est à travers ce programme que le PAM accompagne le ministère de l'Éducation nationale pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4. Chaque année et pour une période de 5 ans, le PAM compte assister dans le cadre de son plan stratégique quelques 295 000 enfants scolarisés du primaire. Ils recevront au moins un repas chaud à l'école chaque jour de classe. Les communautés sont fortement mobilisées pour la pérennisation de ce programme. Engagés pour nourrir eux-mêmes leurs propres enfants, les petits producteurs sénégalais sont devenus les premiers fournisseurs des écoles. Les produits alimentaires utilisés pour faire fonctionner les cantines scolaires sont désormais disponibles dans la localité. Et dans le cadre d'un partenariat avec le PAM, les détaillants des villages peuvent accepter les bons d'achat alimentaires des écoles à cantines assistées par le PAM. Grâce à cette démarche inclusive qui implique tous les acteurs communautaires dans le fonctionnement de la cantine, les élèves sont bien nourris et ont une meilleure santé. L'absentéisme devient un mauvais souvenir pour les enseignants et directeurs d'école qui retrouvent au sein de leurs établissements des élèves attentionnés, motivés et performants. La voix de milliers de victimes de violences sexuelles dans le monde portée par 2 représentantes venues de la RDC et du Kosovo. Le Sénégal s'est joint à cette lutte contre les violences faites aux femmes dans les zones de conflit. Une manifestation en marge de la 63e session des Nations Unies sur les conditions de la femme à New York. La ministre de la Femme porte la voix du Sénégal, envoyé spécial aux États-Unis à Biboumbay. Le Sénégal n'est certes pas une zone de conflit, mais sa voix porte en ce qui concerne les femmes victimes de violences sexuelles dans les zones de conflit. En venant aux Nations Unies, le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Salimata Diop Dieng, a pu décrypter elle-même le message poignant de 2 victimes de violences sexuelles. Tatiana, la Congolaise de Bukavu, qui n'a pu s'empêcher d'écraser une larme après son discours. Elle passe désormais de victime à survivant. Aujourd'hui, elle porte la voix de 2000 membres. Vaspie Kroshinki Gotman, la 2e victime, est du Kosovo. Elle a trouvé refuge aux États-Unis. Face à ces 2 témoignages poignants de femmes vulnérables, la représentante du Sénégal est plus qu'émue. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons écouté à travers vos témoignages la voix des survivantes et victimes de violences sexuelles qui très souvent restent inaudibles au regard des différentes pesanteurs sociales. Votre appel mérite d'être entendu et votre action d'être soutenue. Mon pays, le Sénégal, voudrait réaffirmer l'intérêt tout particulier qu'il attache à la problématique de la prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles liées au conflit. L'initiative de ce side event émane de la France, de la Suisse et du Sénégal pour présenter le modèle de soins holistiques développé par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a mis en place 3 centres de prise en charge de victimes. C'est aussi pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage au docteur Mukwege par son action pionnière et son œuvre inestimable en faveur de la prise en charge holistique des victimes des violences sexuelles. Vous en conviendrez sans doute avec moi que les différentes présentations ainsi que les témoignages empreints d'émotion des survivantes que nous venons d'entendre confortent la conviction déjà établie que la prise en charge holistique doit être à la portée de toutes les victimes des violences sexuelles liées au conflit et mérite d'être intégrée dans les initiatives de santé au niveau national et international. Le Sénégal s'engage car disposant d'un bon cadre juridique. Il convient de le souligner, notre conscience collective est plus que jamais interpellée par le funeste sort des victimes des violences sexuelles. Face à ces situations qui doivent mobiliser tous les acteurs, le Sénégal, qui dispose d'un cadre juridique solide dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, s'est également engagé dans la mise en œuvre des lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique.
Des applaudissements qui confirment que la voix du Sénégal sera entendue le plus loin possible. Renforcer l'implication des femmes dans la chose politique, l'appel du chef de l'État est salutaire selon Amissa Arfal, la directrice générale d'Intelligence Magazine et l'invité de l'émission Le Point suite à la célébration du 8 mars marquant la Journée internationale de la femme. Il sera également question du quinquennat qui s'ouvre le 2 avril et les attentes des femmes. Voici un extrait avec Ousmane Garifay. Quand on voit les femmes aujourd'hui animer les manifestations politiques, c'est un peu déchirant parce que les femmes, quand même, le sentiment qu'elles sont utilisées en 2019, on espère quand même que les femmes, surtout quand on voit des femmes qui ont la cinquantaine, la soixantaine, parfois être sous le soleil juste pour applaudir avec un sifflet, je me dis que ce n'est pas l'exemple qu'on a forcément envie de donner aux jeunes filles qui aspirent faire de la politique. On a envie que les femmes s'illustrent au niveau des tables de décision, au niveau de l'Assemblée nationale, avec des alternatives, avec des propositions fortes. Je pense que c'est ça qui va consolider la démocratie. Il y a eu des pionnières dans la politique qui ont fait des choses remarquables. C'est bien d'être sur le terrain, c'est bien de clamer son dirigeant quand on le fait par conviction et par engagement. Mais si on le fait parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on n'est pas libre de faire autrement, c'est là où ça devient triste. Oui. Mais est-ce que vous, en tant que femme leader qui portait souvent ce combat-là, est-ce que vous allez vers ces femmes qui ne sont pas pour la plupart instruites, qui sont utilisées, comme vous l'avez dit, pour meubler des meetings? Est-ce que quelque part votre combat n'est pas élitiste, en laissant en rade la majeure partie des femmes qui en ont plus besoin? Je suis contente que me poser cette question parce que ça me permet de répondre à une question qui revient de temps en temps. Ce n'est pas du tout élitiste. Je vous donne un exemple. L'événement que nous faisons chaque année, la grande rentrée citoyenne, c'est un événement où on avait d'ailleurs eu l'honneur d'accueillir son Excellence le Président de la République il y a 2 ans. L'idée, c'est de faire du mentoring. Et ce mentoring, c'est prendre des personnes qui... Ce n'est pas du tout pour faire un culte de personnalité, mais c'est pour dire aux jeunes que vous aussi, modèles qui vous ont pouvez réussi, réussir. Et ce sont des événements qu'on ouvre à tout le Sénégal. Nous restons dans ce chapitre de la promotion de la femme pour faire connaissance avec les femmes qui ont intégré la grande famille des soldats du feu. Nous vous proposons de plonger dans l'univers de ces femmes de défi dans ce reportage de Anaïs Nyanyamane. Elle est entrée dans les rangs des sapeurs-pompiers en 2010. Le sergent Fatoumata Gueye, major de sa promotion, fait partie des 5 premières femmes à intégrer ce corps d'élite. J'ai intégré la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en 2010, faisant partie de la première promotion des filles sapeurs du Sénégal. Donc, totalisant 9 ans, 2 mois, 3 mois de service. Sauver des vies, c'est merveilleux. Donc la personne est en détresse, vous venez lui porter secours. Vous le voyez même dans ses yeux, quoi. Savoir que vraiment vous exercez un métier très noble. Vous vous sentez fier d'avoir sauvé quelqu'un qui peut-être aurait pu s'y passer. Ces années d'expérience lui ont permis d'être aujourd'hui la seule femme chef de garde à la caserne de Djedjouaï. Vous prenez la garde pendant 24 heures, vous coordonnez les interventions de secours dans votre compagnie. L'ambulance, le fourgon, quand il y a incendie, vous sortez avec le véhicule, le fourgon. Maintenant, l'ambulance aussi, vous essayez à tout prix de savoir qu'est-ce qui se passe dehors. La gestion de la caserne pendant juste 24 heures. Donc moi, je gère la fonction de chef de garde. En plus, je gère aussi la formation initiale des recrues qui viennent de Bango parce que je suis monitrice en secourisme. Un parcours qui a sans doute inspiré la jeune génération. Bon, moi, j'ai intégré cette corps d'élite le 1er janvier 2012. Le sergent Seynabou Diallo, chef d'agrès dans une ambulance, assure un travail remarquable au milieu des hommes. Bon, des fois, tu es dans les enjeux d'incendie et d'autres fois, donc, tu montes la garde au niveau de la poste de police. Des fois aussi, tu montes la garde aussi à l'ambulance. Ces dames sapeurs-pompiers sont fiers de porter leur uniforme. Qui veut n'est pas sapeur-pompier. Maintenant, quand on est femme et animée d'un esprit compétitif, vouloir dépasser ses compétences, on peut qu'intégrer ce corps d'élite, vraiment. Nous, on subit donc la même formation, parce que moi, j'ai fait le CAT1 avec des hommes. Et de ce fait, nous étions 4 filles, et les hommes étaient 300. On faisait les 8 kilos lourds avec eux, armes et sacs, les combats, et tous les travaux pénibles avec les hommes. Cette touche féminine dans les rangs des soldats du feu
marquent leur engagement dans leur mission qui consiste à sauver ou périr. Elles ont offert des soins gratuits à leurs sœurs de Guinguinéo. Elles, ce sont les sages-femmes du district de la localité pour célébrer la femme et en même temps lancer les activités de leur association. Elles ont également échangé sur la santé de la mère et de l'enfant à Basso. La santé maternelle et juvénile, un message qui a mobilisé les femmes de Guinguinéo au centre de santé le temps d'une journée de consultation gratuite. Notre travail consiste à assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé de la population du département, en particulier dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Des soins gratuits et des échanges sur l'espacement des naissances et ses avantages sur la santé de la mère et de l'enfant, où les sages-femmes jouent un rôle primordial. Je vous exhorte donc, vous, les sages-femmes de Guinguinéo, à continuer dans cette lancée, à redoubler d'efforts et d'abnégation. C'est un métier dur, mais très noble. D'importants efforts ont été consentis au Sénégal ces dernières années pour réduire le taux de mortalité maternelle et infante-juvénile. Dans ce combat, les sages-femmes sont au devant de la scène, de la grossesse à l'accouchement. C'est vrai que c'est une période tellement cruciale pour la femme qui est en état, mais aussi elle est cruciale pour ce personnel sanitaire qu'est les sages-femmes. L'association départementale des sages-femmes de Guinguinéo lance ainsi ses activités dans le département avec une date repère, le 8 mars 2019. Santé toujours, transplantation rénale, les membres du comité national bientôt nommés, annonce du directeur de la lutte contre la maladie. Il intervenait en prélude à la journée mondiale du rein prévue ce jeudi 14 mars. Les précisions de Aïdedia. L'hôpital de Pikine va accueillir ce jeudi la journée mondiale du rein, occasion pour réceptionner le centre de dialyse de Pikine. Si le Sénégal est très avancé dans la prise en charge de l'insuffisance rénale, aujourd'hui, il urge de compléter l'offre de soins. La dialyse, c'est bien, ça permet de vivre, ça permet de vaquer à des occupations. Mais en termes de qualité de vie, la transplantation est beaucoup meilleure. En termes de coût, la transplantation est beaucoup moins chère que la dialyse. Les 2 milliards qu'on met, si c'est la transplantation à partir de 2 ans, ça coûte 2 fois moins cher que la dialyse. Et puis ça redonne à la personne sa dignité, sa liberté d'action, il peut voyager, aller en vacances. Donc je pense qu'il faut aller vers ça et puis surtout permettre aux plus jeunes, quand on voit un enfant de 20 ans ou 18 ans dialysé, il faut quand même lui offrir une perspective d'avenir. Un plaidoyer bien admis, le processus pour aller vers cette transplantation rénale est très avancé. Aujourd'hui, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, le décret a été voté. Le décret a été signé par M. le Président de la République, mais il reste à mettre en place ce qu'on appelle le Conseil national de don d'organes, qui est une structure très importante pour réguler la transplantation rénale au Sénégal. Et c'est une instance qui nécessite vraiment beaucoup de sérieux et toutes les dispositions ont été prises. L'identification des personnes devant être membres de son conseil ont été faites. Et la signature est dans le circuit. Sans dire de me tromper, les membres seront nommés bientôt et qui va déclencher le processus de la transplantation rénale au Sénégal. La journée mondiale du rein sera célébrée cette année sous le thème des reins en bonne santé, partout et pour tous, occasion pour les autorités sanitaires de mener la sensibilisation. Le trachome, une maladie des yeux peu connue des Sénégalais, même si le nombre de cas a régressé ces dernières années. La maladie continue de sévir dans certaines zones comme Kaolack, où quelques cas sont décelés. Au service ophtalmologie de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse, plus de 50 personnes sont suivies. Les précisions de Claire Diop. Au service ophtalmologie de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack, comme tous les matins, ils sont plus de 50 patients à faire la queue pour rencontrer le spécialiste. Motif de consultation, des douleurs ressenties au niveau des yeux. Dans la salle de chirurgie, Dr Seyban Diop est trouvé en train d'opérer un malade. L'homme d'un certain âge souffre d'une maladie appelée le trachome. Le trachome n'est rien d'autre qu'une infection, une maladie de l'œil, une maladie qui atteint plus particulièrement les conjonctives et la cornée.
raison pour laquelle on dit que c'est une kératoconjonctivite infectieuse spécifique de transmission transmissible et d'évolution généralement chronique. L'évolution est chronique puisque ça va avec le temps. Le trachome affecte presque toujours les deux yeux. Les symptômes commencent par une légère démangeaison, une irritation au niveau de l'œil et des paupières. Si pas bien traitée, la maladie évolue au fil des années et peut entraîner la cécité. Il est donné par un microbe qu'on appelle le Chlamydia trachomatis. C'est une bactérie. Ok? Voilà. Bon, c'est une maladie infectieuse qui entraîne une lésion cornéenne si la maladie n'est pas traitée, ça évolue jusqu'à une atteinte de la cornée. La raison pour laquelle on dit que c'est une maladie, c'est une kératoconjonctivite. Le trachome, une maladie liée à l'hygiène de vie, ça cible des sujets vivant dans des communautés défavorisées. La pathologie est extrêmement contagieuse au stade précoce. Au début, c'est une conjonctivite banale. Les signes fonctionnels sont vraiment discrets, c'est-à-dire le malade se présente comme quelqu'un qui a une conjonctivite banale. Il a une sensation de cuisson, une sensation de grain de sable, une sensation de picotement. À ce stade, le diagnostic est clinique. Les symptômes de la maladie sont entre autres l'hyperémie conjonctivale, une œdème palpébral, une photophobie, un larmoiement. Un diagnostic précoce et un traitement adéquat permet de venir à bout du trachome. L'appel est lancé pour le respect strict des règles d'hygiène, l'accès à l'eau en quantité et en qualité, mais aussi l'accès à des services de santé sont essentiels pour prévenir la maladie. L'appel est bien noté. Claire Diop. Bilan de la présidentielle du 24 février 2019. La Ligue démocratique juge les résultats satisfaisants. Face à la presse, les responsables de la LD se sont aussi prononcés sur d'autres questions de l'heure. Compte rendu Aminata Mbengue. Suite à la réélection du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle du 24 février, la Ligue démocratique juge les résultats satisfaisants. Elle a également réaffirmé son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Compte tenu de l'adhésion massive des Sénégalais au bilan et aux propositions du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous appelons l'ensemble de ses membres à consolider et à renforcer ces dynamiques unitaires porteuses d'immenses espoirs pour le peuple et gage de stabilité politique et sociale. Le débat sur la dissolution de l'Assemblée nationale ou encore le couplage des élections législatives et locales en décembre 2019 s'est également posé lors de ce face-à-face avec la presse. Quand on est dans un groupe, il vaut mieux discuter des questions à l'intérieur de ce groupe avant de le porter à l'extérieur. Le président de la République a été élu, mais il n'a même pas encore prêté serment. C'est le 2 qu'il va prêter serment. Donc, à mon avis, poser ce genre d'hypothèses, de questions, de propositions, ça nous semble prématuré. Concernant la possibilité pour l'actuel président de la République de briguer un troisième mandat, la Constitution du Sénégal est claire. Ce deuxième mandat de Macky Sall est le dernier mandat de Macky Sall. La Constitution est sans équivoque. La Ligue démocratique a saisi l'occasion pour inviter l'opposition à répondre à l'appel au dialogue du président Macky Sall pour le renforcement de la démocratie sénégalaise. Le bref survol de l'actualité internationale nous conduit en Guinée-Bissau et au Soudan. Tout d'abord au Royaume-Uni où les députés rejettent une sortie de l'Union européenne sans accord. Le récit de Anis Nyanyamane. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes britanniques écarte une sortie de l'Union européenne sans accord. Les députés britanniques ont rejeté d'extrême justesse l'option d'un Brexit sans accord. 312 députés ont voté contre cette possibilité, tandis que 308 ont voté pour. Ils ont proposé le report du Brexit jusqu'au 22 mai prochain.
Le parti historique en Guinée-Bissau semblait bien placé ce mercredi pour former un gouvernement de coalition après l'annonce des résultats provisoires des élections législatives. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, a obtenu 46,1% des voix et 47 sièges sur 102. Le PAIGC est alors bien parti pour constituer une majorité avec ses alliés à l'Assemblée nationale. Et enfin, au Soudan du Sud, le nouveau Premier ministre a dévoilé la liste de son gouvernement. Sa mission est de s'atteler à la grave crise économique ayant provoqué des manifestations inédites demandant le départ du président Omar el-Béchir. Il s'agit du troisième gouvernement à être formé en moins de 2 ans. Les membres du gouvernement, qui comprend 18 ministres d'État, doivent prêter serment jeudi. Selon un bilan de l'ONG Human Rights Watch, 51 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. Chez nous, relever le défi de la communication, de la logistique pour une eau de qualité et respecter l'environnement. Telles sont les grandes lignes du protocole d'accord entre le groupe Eiffage et Kiren à 1 mois du marathon de Dakar. Les deux entités entendent réussir le pari de l'organisation. Fatoumata Savané. Par cette signature, Eiffage Sénégal renforce un partenariat déjà fructueux avec le groupe Kiren. Sans l'eau, sans les boissons, il serait difficile aux athlètes de faire des performances. Les partenaires, je répète, c'est important pour nous, et en l'occurrence, Kiren, que nous remercions beaucoup aussi, et louons sa fidélité, parce qu'en 2016, Kiren était là, en 2019, Kiren est encore là, donc pour ça, nous le remercions beaucoup. Et on les respecte beaucoup aussi, parce qu'ils nous aident à réussir ce marathon. Et ce marathon, on voudrait que ça soit, au-delà même de l'aspect sportif, que ça soit festif. Le marathon international Eiffage verra de nouveau l'engagement du groupe Kiren auprès des organisateurs. Et comme en 2016, Kiren décline sa feuille de route. Le premier challenge est celui de l'accompagnement autour de la communication que nous déployons à vos côtés. Il y a un autre challenge qui est un challenge technique et à cela, il est dans notre cœur business qui est celui de faire de l'eau et d'apporter une solution eau forte. Je parle aussi de logistique autour de ce déploiement, de distribuer une eau de qualité à des coureurs qui en ont besoin au bon moment et en bonne quantité. Au travers de l'expérience que nous avons eue du dernier marathon, qui est un challenge environnemental avec des ateliers qui se déploient autour de l'environnement, mais également de ramasser toutes les bouteilles qui seront bues et consommées pendant tout le parcours. Nous y apporterons un petit confort à certains des coureurs, les marathoniens particulièrement, où ils seront à un moment de leur parcours difficile. Ils auront une aspersion d'eau sur les coureurs. Donc ça, c'est la petite touche qui va apporter un petit confort. Et rappelons-le, ce sera une aspersion d'eau Kiren, bien sûr. Le marathon de Dakar est prévu le 14 avril prochain. Déjà, près de 4500 inscriptions ont été enregistrées. 100 millions de primes seront distribuées. Et pour Kiren, le premier défi est l'approvisionnement en eau en qualité et en quantité suffisante pour les coureurs. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS.